Bienvenue dans Nexus Horizon AI. Ici Sarah, et aujourd'hui on plonge dans quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est bel et bien en train de se passer en bas de chez vous. On va parler de prédiction, de menottes et de code informatique. Avec moi comme toujours, Thomas, notre expert en éthique de la tech et en criminologie. Salut Thomas. Salut Sarah, salut tout le monde. Prêt à devenir paranoïaque? Toujours. Thomas, je veux qu'on commence par une image, une scène précise. On est à Los Angeles, il est 2h du matin, une intersection déserte, pas une âme qui vive, juste des lampadaires qui grésillent un peu. Et là, une voiture de patrouille arrive. Elle se gare, elle éteint ses phares. Elle attend. Pourquoi? Parce qu'une machine lui a dit de le faire. C'est ça qui est fou. Les policiers à l'intérieur, ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent, ils n'ont pas reçu d'appel au 911, ils n'ont pas vu de suspect courir, ils ont juste un petit carré rouge sur une carte numérique affichée sur leur tableau de bord, une heat map, une carte de chaleur. L'algorithme leur a dit « Soyez à l'angle de la 4e et de Main Street entre 2h et 2h15 ». Et qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça devient flippant. À 2h08, deux types sortent de l'ombre pour braquer une supérette ouverte 24h/24. La police est déjà là. Ils allument les gyrophares avant même que la vitre ne soit brisée. Arrestation immédiate. Pour les passants, c'est de la magie. Pour la police, c'est de l'efficacité pure. C'est ce qu'on appelle la police prédictive. Et ce n'est pas un scénario de film, c'est la réalité de logiciels comme PredPol, qui a été utilisé par des dizaines de départements de police aux États-Unis et en Europe. C'est littéralement la scène d'ouverture de Minority Report, sauf qu'il n'y a pas de précogs, ces mutants qui voient l'avenir dans une piscine de lait. Là, c'est quoi? C'est juste des maths? C'est exactement ça. Pas de mutants, juste des statistiques. En fait, Sarah, il faut comprendre que le crime, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas toujours aléatoire. C'est pas juste le chaos. Les humains sont des créatures d'habitude, les criminels aussi. Ils opèrent dans des zones qu'ils connaissent, à des heures où ils se sentent en sécurité, contre des cibles qu'ils jugent vulnérables. Et ça crée des motifs, des patterns. D'accord, mais comment un ordinateur peut savoir qu'un braquage va avoir lieu mardi prochain à telle heure? Ça me dépasse un peu. On parle de quelle technologie là? Alors, entrons dans le moteur. La technologie derrière ça, c'est du big data pur et dur. Prends l'exemple de PredPol. À l'origine, l'algorithme n'était même pas fait pour la police. Il a été créé par des sismologues pour prédire les répliques après un tremblement de terre. Attends, tu es sérieux? On compare des criminels à des tremblements de terre? C'est la même logique de propagation. Un tremblement de terre secoue une zone et on sait mathématiquement qu'il y a une forte probabilité qu'une réplique frappe juste à côté dans un laps de temps court. Le crime fonctionne pareil. Si une maison est cambriolée dans une rue, les statistiques montrent que les maisons voisines ont un risque explosif d'être visitées dans les 48 heures. Pourquoi? Parce que le voleur connaît le quartier, il sait comment entrer, il sait quand les gens sont absents. L'algorithme ingère des décennies de rapports de police. Il regarde le type de crime, le lieu précis, l'heure et la date. Donc c'est juste de l'historique? C'est regardé dans le rétroviseur? C'est la base, oui, mais ça va beaucoup plus loin maintenant avec des sociétés comme Palantir. Palantir, c'est le niveau au-dessus. Ils ne regardent pas juste les crimes passés. Ils croisent ça avec des données contextuelles massives. La météo, par exemple. S'il pleut des cordes, les vols à la tire baissent. Mais les violences domestiques peuvent augmenter parce que les gens sont enfermés. Ils regardent le calendrier des événements sportifs. L'équipe locale a perdu? Attention aux bagarres dans les bars. C'est le jour de paye? Attention aux vols près des distributeurs automatiques. Ils intègrent même les phases de la Lune dans certains modèles. C'est dire le niveau des détails. C'est fascinant et terrifiant. C'est comme si on était tous des variables dans une immense équation. Mais tu as mentionné Palantir, et je sais qu'ils sont très controversés, notamment pour leur lien avec le gouvernement. Est-ce qu'on parle juste de prédire le où ou aussi le qui? Excellente question. Il y a deux écoles. Il y a la prédiction géographique, le place-based dont on vient de parler. On dit à la patrouille « allez dans ce carré de 150 mètres ». Et puis il y a la prédiction basée sur les personnes, le person-based. C'est ce que la police de Chicago a testé avec sa fameuse Strategic Subject List, une liste de personnes jugées à haut risque d'être soit auteurs, soit victimes d'une fusillade. L'IA te donne un score, comme un crédit social, mais pour ta probabilité de prendre une balle ou d'en tirer une. Un score de dangerosité? Basé sur quoi? Sur ton casier judiciaire? Ton casier, oui, mais aussi tes associations. Qui sont tes amis? Avec qui tu as été arrêté la dernière fois? Est-ce que tu as été contrôlé dans une zone de gang? Si tes amis sont des criminels, ton score monte. C'est la contagion sociale vue par un algorithme. En Chine, ils poussent ça à l'extrême avec la reconnaissance faciale et l'analyse comportementale en temps réel. Si tu achètes trop d'alcool, si tu traînes trop tard dehors, si tu fréquentes des dissidents, l'IA peut alerter la police avant même que tu ne fasses quoi que ce soit. C'est de la précriminalité pure. Donc on glisse doucement de l'optimisation des patrouilles vers une surveillance de masse individualisée. Et c'est là que je veux qu'on s'arrête un instant, Thomas. Parce que si la machine se base sur les données du passé pour prédire l'avenir, elle se base sur les données de la police. Or, la police, ce sont des humains, et les humains ont des biais. Est-ce qu'on ne risque pas de juste automatiser les préjugés? C'est le cœur nucléaire du problème, Sarah. C'est ce qu'on appelle les dirty feedback loops, les boucles de rétroaction sales.
c'est vicieux. Imagine un instant, tu as un algorithme qui se nourrit des arrestations passées. Historiquement, aux États-Unis comme en France d'ailleurs, la police patrouille beaucoup plus dans les quartiers pauvres ou les quartiers où vivent des minorités. C'est un fait. Donc, il relève plus d'infractions mineures là-bas, de la possession de cannabis, du vagabondage, des petits trafics. Alors que dans les quartiers riches, les mêmes infractions, comme la consommation de drogue par exemple, se font en privé et ne sont pas détectées. Exactement. Le jeune banquier qui prend de la coke dans son loft ne finit pas dans la base de données. Le gamin qui fume un joint dans la rue de la cité, si. Donc l'algorithme voit quoi? Il voit des milliers de points de crime dans le quartier pauvre et rien dans le quartier riche. Il en conclut, logiquement pour une machine, que le quartier pauvre est une zone de guerre. Il dit à la police, retournez patrouiller là-bas. La police y retourne, arrête encore plus de gens, ce qui génère encore plus de données, ce qui confirme à l'algorithme qu'il avait raison. C'est une prophétie autoréalisateur. C'est effrayant. Ça veut dire que l'IA ne prédit pas le crime réel, elle prédit l'activité policière. C'est la meilleure définition que j'ai entendue. Elle prédit où la police va trouver quelque chose si elle cherche. Et ça a des conséquences dévastatrices. Une chercheuse, Christiane Lume, a fait une étude incroyable. Elle a appliqué l'algorithme PredPol sur des données de consommation de drogue réelles, basées sur des enquêtes de santé publique, pas sur les arrestations. Les données de santé montraient que la consommation était partout, bien répartie dans la ville, voire plus élevée dans certains quartiers blancs aisés. Mais quand elle a nourri l'algorithme avec les données de la police d'Oakland, l'IA a suggéré d'envoyer les patrouilles quasi exclusivement dans les quartiers noirs et latinos. Si la police suit l'IA, elle harcèle une population innocente mathématiquement ciblée, tout en ignorant les crimes ailleurs. Et le policier sur le terrain, lui, il ne voit pas le biais. Il voit juste un écran, une tablette qui lui dit « c'est de la science, c'est objectif ». C'est ça qui est dangereux, non? Cette aura de neutralité technologique. C'est le tech-washing. On lave les préjugés racistes ou classistes avec du code informatique pour les rendre acceptables. Ce n'est pas moi, c'est l'ordinateur. Ça déresponsabilise totalement la hiérarchie policière. Et pire encore, ces algorithmes sont souvent des boîtes noires. Les sociétés comme Palantir ou Geolitica, qui vendent des PredPol, protègent leur code au nom du secret commercial. Un avocat de la défense ne peut même pas examiner l'algorithme pour prouver que son client a été ciblé injustement. On est face à une justice obscure, opaque. Tu as parlé de la criminalité de rue, mais est-ce que ces logiciels sont utilisés pour prédire la criminalité en col blanc, la fraude fiscale, les délits d'incidé? Ah, Sarah, tu touches le point sensible. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de PredPol pour Wall Street ou pour la défense. Pourtant, les dommages financiers de la fraude fiscale sont 1000 fois supérieurs à ceux des cambriolages. Mais ces crimes sont complexes, cachés, et surtout, ils sont commis par des gens qui ont le pouvoir. La police prédictive, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est un outil de contrôle des classes populaires. Elle est calibrée pour le vol de voitures, pas pour le détournement de fonds. C'est un choix politique déguisé en choix technique. Donc on a une technologie qui renforce les inégalités existantes, qui crée des boucles de harcèlement policier et qui reste opaque. Mais est-ce qu'il y a des résultats positifs? Est-ce que ça baisse vraiment la criminalité? Les études sont très mitigées. Certains départements de police jurent que ça marche, qu'ils ont vu une baisse de 10 ou 20% des vols. Mais des auditeurs indépendants disent souvent que c'est juste un déplacement du crime. Les voleurs voient la police, ils vont 2 rues plus loin. Ou alors c'est une baisse statistique artificielle parce que les policiers sont tellement occupés à chasser les pois rouges qu'ils ne prennent plus les plaintes mineures. Et puis, quel est le coût démocratique? Est-ce que ça vaut le coup de transformer des quartiers entiers en prison à ciel ouvert surveillés par algorithme pour éviter quelques vols d'autoradio? C'est la question fondamentale. On arrive doucement vers la fin de cet épisode, Thomas. Je voudrais qu'on se projette. On voit que la technologie avance plus vite que la loi. Avec l'arrivée de l'IA générative, des caméras de plus en plus intelligentes, des drones, à quoi ressemble le futur proche? Le futur proche, c'est la convergence. Aujourd'hui, on a des briques séparées. La prédiction géographique d'un côté, la reconnaissance faciale de l'autre, les réseaux sociaux ailleurs. Le futur, c'est l'intégration totale. Imagine un système qui combine tout ça en temps réel. Tu marches dans la rue, une caméra t'identifie, l'IA analyse ta démarche. Elle croise ça avec tes derniers posts sur les réseaux sociaux et ton historique bancaire. Avant même que tu n'aies pensé à commettre un crime, une patrouille de drones vient se placer au-dessus de toi pour te dissuader. On appelle ça la police proactive. Proactive. Ça sonne bien en réunion marketing, mais ça ressemble à un cauchemar totalitaire pour le citoyen lambda. C'est le risque d'une société où la présomption d'innocence disparaît au profit de la gestion des risques. Dans ce monde-là, tu n'es plus un citoyen innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu es un risque potentiel à gérer, une probabilité flottante. Si ton score dépasse 70%, on t'arrête ou on te contrôle. Et bonne chance pour prouver à l'algorithme qu'il a tort, car tu ne peux pas prouver une chose que tu n'as pas encore faite. C'est vertigineux. Ça nous oblige à repenser notre rapport à la sécurité. Est-ce qu'on veut une sécurité absolue au prix de notre liberté d'être imprévisible? Parce que c'est ça, au fond. L'humain est imprévisible et l'IA déteste ça. Elle veut nous faire rentrer dans des cases. Exactement. L'IA veut de l'ordre, de la prévisibilité. La démocratie, c'est le désordre, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit à la seconde chance. Un algorithme ne pardonne pas. Il ne comprend pas le contexte social, la détresse ou la rédemption. Il ne voit que des 0 et des 1. Si on laisse ces systèmes dicter la loi, on perd notre humanité. Et c'est peut-être la conclusion la plus importante. La technologie est un outil puissant, mais elle ne doit jamais remplacer le jugement humain, l'empathie et le bon sens. Thomas, merci pour cette plongée dans les eaux troubles de la police prédictive. Merci à toi, Sarah. Et un conseil pour nos auditeurs.
Si vous voyez une voiture de police attendre sous la pluie à un carrefour désert, ne demandez pas pourquoi. L'algorithme le sait déjà. Rassurant, comme jour. C'était Nexus Horizon AI. Restez connectés, restez critiques et surtout, restez imprévisibles. À la semaine prochaine.